Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. On a déjà plus de 69 personnes qui sont arrivées. Les gens vont continuer à arriver. Donc, on va commencer, puis les gens se joindront à nous sur le train en marche. Donc, je m'appelle Luc Audebranc, je suis professeur à l'Université Laval et j'occuperai le rôle d'animateur aujourd'hui pour cette conférence de la série Innovation, conférence du pôle des entreprises d'économie sociale de la capitale nationale. C'est une série de conférences, donc innovation, sur plusieurs sujets innovants et qui existent évidemment grâce à l'appui financier de la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la chaire de leadership en engagement social de l'Université Laval. Donc, cette conférence-ci est particulièrement intéressante. Évidemment, elles le sont toutes, mais celle-ci est particulièrement intéressante à mes yeux parce qu'elle porte sur un sujet très important qui est le lien entre le municipalisme et l'économie sociale et qu'elle est évidemment donnée par une personne que j'apprécie beaucoup, qui est Jonathan Durand-Folco. Donc, Jonathan Durand-Folco est professeur adjoint à l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Ses travaux de recherche portent sur la démocratie participative, sur la politique municipale, les communs et la transition écologique. Jonathan est l'auteur d'un ouvrage qui émerge de sa thèse qui s'appelle À nous la ville, traité de municipalisme, qui a été publié à Éco-Société en 2017. Et il a aussi dirigé plus récemment un ouvrage qui s'appelle Montréal en chantier, les défis d'une métropole pour le 21e siècle, aussi aux éditions Éco-Société. Donc, c'est en 2021. Donc, avec un très grand plaisir que je vous invite et que j'accueille Jonathan pour nous présenter sa présentation. Comment ça va fonctionner? C'est que ça va durer autour de 30 à 35 minutes. Et après ça, on va laisser la place à tout le monde pour avoir une période de questions. Si vous souhaitez, vous avez une question très, très importante et vous avez peur de l'oublier, ce que je vous invite, c'est de l'inscrire dans la section discussion à votre droite. Comme ça, notre équipe va la prendre et on l'oubliera. Comme ça, vous ne l'oublierez pas. Et au pire, moi, je vais vous inviter à la poser. Évidemment, on va aussi vous inviter à ouvrir votre micro et à poser vos questions lorsque Jonathan aura terminé sa présentation. Donc, si ça vous convient, je passe le micro à Jonathan Durand-Folco pour sa présentation. Bonjour, Jonathan. Bonjour. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci, Luc, pour cette introduction au pôle d'économie sociale capitale nationale de m'avoir invité. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques idées qui entourent mes travaux de recherche que j'ai commencé à entamer à partir de la thèse de doctorat sur la question de la ville, des processus de démocratisation, dans un premier temps au niveau, je dirais, de la participation publique, au niveau, par exemple, des budgets participatifs ou d'assemblées citoyennes dans la ville, mais aussi de plus en plus dans le champ de la démocratisation de notre économie à partir du monde municipal. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des réflexions anciennes et nouvelles. Je vois plusieurs gens dans la salle que j'ai déjà vus dans différents événements, réseaux, colloques et autres événements citoyens. Je vais présenter peut-être certaines idées que j'ai déjà partagées dans d'autres conférences, mais j'ai quand même essayé d'apporter des éléments de nouveauté pour cette présentation-ci. Des fois, j'ai l'impression de souvent répéter les mêmes choses sur le municipalisme. Je vais le présenter de façon très brève, mais vraiment vous montrer mes derniers travaux de recherche un peu qui portent sur ça, puis des contributions pour qu'on puisse approfondir la discussion par la suite. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai une présentation visuelle aujourd'hui. Des fois, j'essaie de ne pas en faire, mais là, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de contenu à amener dans 30 minutes. Donc, le titre de ma présentation s'intitule Municipalisme commun et économie sociale vers des partenariats publics communs. Donc, ça va être vraiment le cœur de ma présentation. Quelles sont les différentes articulations possibles entre les pouvoirs publics municipaux et les communs? Les communs, je vais présenter ce concept pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers, voir quels sont les points de recoupement ou les contrastes qu'on peut faire entre économie sociale commun. C'est deux champs de recherche qui se croisent, mais qui sont quand même distincts, et vous montrer comment les institutions municipales pourraient appuyer, aider l'émergence de communs et d'entreprises d'économie sociale dans les villes ou dans les villages aussi. Donc, le municipal, ce n'est pas juste une
uniquement au niveau des centres urbains, ça peut être dans toutes les municipalités du territoire. Donc, dans cette présentation, le plan de match pour aujourd'hui, premièrement, la mise en contexte avec une recherche que j'ai faite de façon plus empirique, on pourrait dire mon traité À nous la ville, qui est un peu la base de ma réflexion. C'est vraiment plus des réflexions générales sur ce mouvement citoyen et politique du municipalisme à travers le monde. Et j'ai eu la chance par la suite, après la rédaction de mon livre, d'aller du côté de Barcelone. Donc, je vais te présenter une petite mission, une recherche que j'ai faite avec d'autres chercheurs pour aller étudier les communs urbains à Barcelone et voir quel était cet écosystème et ce réseau de soutien pour aider à l'émergence de communs dans la ville. Donc, je vais vous présenter un peu plus ce qui s'est fait de ce côté-là en essayant de préciser qu'est-ce que j'entends par partenariat public commun. Donc, c'est vraiment le concept central de ma présentation aujourd'hui et vous montrer peut-être avec quelques cas pratiques ou exemples d'initiatives, un peu plus du côté de Barcelone, parce que je trouve que c'est dans cette ville en Europe qu'on peut voir la pointe la plus avancée, on pourrait dire, d'innovation au niveau institutionnel pour appuyer l'émergence de communs. Il y en a à travers le monde, évidemment. J'ai étudié aussi les communs à Montréal un peu plus. Il y en a dans plein de villes à travers le monde. Mais c'est vraiment là-bas que, en fait, j'ai approfondi des éléments que je pense qu'on pourrait essayer de s'inspirer, de voir comment on pourrait peut-être adapter ça dans le contexte du Québec. Puis ensuite, je vais finir avec des défis, des pistes d'action parce que des communs, c'est assez compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup d'obstacles, de défis. Donc, je vais essayer de présenter ce qui fonctionne bien, mais aussi peut-être les problèmes, défis, obstacles. Puis on pourra peut-être approfondir la discussion sur ça par la suite. Donc, c'est le cœur de ma présentation d'aujourd'hui et je me lance à l'instant si vous n'avez pas de questions. Donc, le cas d'étude, là, je vais me concentrer sur la ville de Barcelone dans un premier temps. C'est une ville et dans le contexte aussi de l'Espagne de façon plus large. En 2011, il y a eu le mouvement des places, donc le mouvement des Indignados. Au Québec, par exemple, on a eu le mouvement Occupy Wall Street qui s'est transposé à Occupons Montréal, Occupons Québec. Et ça a été un peu, moi, je me suis impliqué à Occupons Québec à l'époque. Je faisais mes études à l'Université Laval, donc dans la capitale nationale à cette époque. J'ai fait ma thèse à l'Université Laval. Et c'est un peu dans ce contexte-là du municipalisme, en fait, que ça s'est mis en place aussi. C'est un mouvement qui existait avant, mais qui a été propulsé sur le devant de la scène. Et ces mouvements citoyens d'occupation de places publiques qui réclament plus de démocratie contre les formes de représentation actuelles, qui réclament en fait un nouveau système économique qui n'est pas basé sur le pouvoir du 1%, mais sur la démocratisation de l'économie. Donc, ce mouvement des Indignados a été, par exemple, il y a d'autres mouvements au niveau politique se sont mis en place, notamment au niveau de la ville et des différentes municipalités qui se sont inspirées de cette mouvance citoyenne. Donc, c'est pour vous mettre en contexte un peu. Au Québec, on a eu, par exemple, le printemps érable, le printemps, la crise est plutôt la grève de 2012. Et par la suite, c'est comme si, disons, le mouvement étudiant avait pris le pouvoir dans les villes aux élections municipales de 2013, on pourrait dire. Donc, de façon parallèle. Au Québec, il y a eu quand même, aux dernières élections municipales, quand même plusieurs nouvelles figures, beaucoup plus jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de groupes écologistes, en fait, qui ont commencé à prendre le pouvoir dans différentes villes du Québec. Donc, peut-être que c'est un contexte aussi propice qui pourrait peut-être commencer à se construire un mouvement de gauche progressiste écologiste au niveau municipal au Québec. Donc, à Barcelone, c'est quelque chose qui a pris vraiment de l'ampleur dans les 10 dernières années. Et c'est un peu le contexte pourquoi je suis allé étudier ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été mises en place par la suite. Donc, suite à ce mouvement-là citoyen, j'ai écrit le livre À nous la ville, dans lequel j'essaie d'aborder sous différentes dimensions ce mouvement citoyen politique qui ne concerne pas juste le municipal, mais qui prend disons, cet échelon de gouvernement municipal comme étant le tremplin d'une démocratisation, d'une transformation de la société en profondeur. Donc, non seulement au niveau du conseil de ville, le conseil municipal, par exemple, mais qui va chercher à démocratiser la vie économique, sociale, en essayant peut-être de stimuler des initiatives citoyennes à la base et voir comment est-ce qu'on peut essayer de dépasser le système actuel économique capitaliste et aussi la centralisation du pouvoir dans les mains de l'État-nation pour essayer de décentraliser le pouvoir à un échelon de proximité. Donc, il y a différentes formes de municipalisme qui ont
vu le jour dans les 10 dernières années à travers le monde. Un des exemples qu'on peut voir, c'est la révolution du Rojava. Donc, c'est une région autonome du côté de la Syrie dans un contexte de guerre civile. Mais il y a eu quand même un mouvement municipaliste révolutionnaire, en fait, qui s'est mis en place dans cette région du monde. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, malheureusement, parce que je me concentre plus sur l'économie sociale. Puis, il y a aussi les élections municipales espagnoles de 2015. Donc, dans la ville de Madrid, Barcelone, Séville, Saragossa, Cadiz et tout ça, il y a beaucoup de municipalités qui ont été conquises par des groupes citoyens avec une idéologie, une vision du monde explicitement municipaliste. Et c'est c'est la raison pour laquelle je suis allé étudier ce cas-là par la suite. Donc, je ne vais pas vous présenter mon livre « À nous la ville » aujourd'hui dans le détail, mais c'est un peu la base de la réflexion qui me mène ici. Le municipalisme, comme je l'ai dit, il a pris différentes formes à travers le monde. Du côté de Barcelone, c'est une des figures proue que vous la connaissez peut-être, la mairesse Ada Colau, qui est une ancienne activiste pour le droit du logement, contre la spéculation immobilière, contre les différentes évictions. Chose qu'on peut voir aujourd'hui, on a une crise du logement de façon large, l'inflation des prix, le coût des propriétés, à la fois pour les jeunes propriétaires qui veulent avoir accès ou pour des locataires. Donc, on pourrait peut-être voir émerger des figures de ce genre-là, peut-être au Québec dans les prochaines années. Il y a différents autres courants du côté de Grenoble. Éric Piolle, c'est un maire qui se réclame du municipalisme aux États-Unis. Jackson, cette ville dans le sud des États-Unis qui se réclame de ce courant-là aussi. Et il y a plusieurs groupes aux États-Unis. En France, il y a des groupes citoyens qui se sont réclamés de cette vision-là, qui est beaucoup inspiré de la démocratie participative et directe, donc qui essaie de mettre en place des processus participatifs dotés de vrais pouvoirs dans un échelon de proximité. Et il y a différentes figures qui existent à travers le monde. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas approfondir tous ces cas de figure. Je vais vraiment me concentrer sur la mairie de Barcelone et les différentes initiatives qui se trouvent dans cette ville. La recherche que j'ai faite de mon côté et qui est disponible, et peut-être que je pourrais vous partager le lien dans le chat par la suite, on a fait une petite synthèse de connaissances suite à un séjour de recherche qui a duré 2 semaines. On a été à Barcelone, moi et d'autres chercheurs, pour étudier les communs urbains et faire une certaine comparaison entre Montréal et Barcelone. Ça a été une mission organisée par Cities, qui est une organisation de transfert de connaissances en économie sociale, qui est une organisation, je pense qu'actuellement, qui est un peu défunte. Elle est mise sur la glace, leur site web n'existe plus, ils ont manqué de financement par la suite. Mais c'est né d'une collaboration entre la ville de Barcelone, Montréal, Séoul, Bilbao, je crois aussi, différentes villes à travers le monde qui essaient de mettre de l'avant l'économie sociale. Et là, ici, vous pouvez voir différents visages de la délégation québécoise, en fait, qui est allée du côté de Barcelone. Il y a différents chercheurs, dont Dan Fukurawa-Marquez, que vous connaissez peut-être, qui est nouvellement professeur en sociologie à l'Université Laval et qui étudie beaucoup les processus de coopération. Différents professeurs-chercheurs, des gens aussi qui sont des entrepreneurs sociaux collectifs qui ont créé des entreprises d'économie sociale et solidaire, dont Bertrand Fousse aussi, qui a créé l'organisation Socolon et différents autres projets. Il y a aussi une fonctionnaire de la Ville de Montréal, Hélène Gauthier, donc qui est responsable des enjeux d'urbanisme transitoire à la Ville de Montréal, qui voulait étudier comment faire cette interface entre le monde municipal et les communs urbains. Donc, on a été étudier les communs là-bas, voir comment ça se passe, poser des questions à différents élus, fonctionnaires, des groupes militants, activistes, différents intermédiaires pour voir comment se mettent en place les communs urbains dans cette ville. Donc, suite à cette recherche, ici, je vais introduire le concept de commun pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. C'est un concept, en fait, qui est à la fois très intuitif, très simple à comprendre et un peu complexe parce que ce n'est pas la propriété privée telle qu'on la connaît, ce n'est pas la propriété publique ou étatique, celle, par exemple, qu'on a avec Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec et autre chose, qui est une propriété publique ou étatique, mais c'est une forme de propriété collective. Puis c'est une institution qui permet la gestion collective de ressources partagées et qui fait primer le droit d'usage sur la propriété. Donc, on va dire, par exemple, on va accorder des droits d'usage ou de gestion de certains lieux, de certains espaces, bâtiments, ressources naturelles à des groupes, à des communautés. Et ça ne sera pas géré comme une entreprise privée par un seul individu. Ça va être géré par un groupe directement et de façon plus souvent horizontale, démocratique, participative que ce qu'on a habituellement dans le monde administratif des pouvoirs publics avec une gestion centralisée, bureaucratique ou administrative. Donc, c'est une forme un peu hybride de gestion de différentes ressources.
Et là, dans le chat, par exemple, Luc Aubran dit un jardin communautaire. Je dirais le jardin communautaire ressemble un peu à une forme de gestion de commun parce qu'il y a différents lots individuels et chaque personne, par exemple, va pouvoir faire de l'agriculture, faire pousser des légumes ou différentes herbes dans son espace. Ça va être souvent une forme d'OBNL, mais ça se peut que le jardin communautaire soit administré par la ville. S'il n'est pas administré par les gens eux-mêmes, là, ça ressemble davantage à une propriété publique. Et s'il n'y a pas de gestion collective de cet espace-là, alors là, on pourrait dire peut-être que ce n'est pas un commun, c'est un espace où il y a des lots individuels et chacun gère sa propre parcelle de terre. Je dirais que peut-être dans le champ de l'agriculture urbaine, ce qui se ressemble le plus à un commun, c'est les jardins collectifs. Donc, une nuance entre le jardin communautaire, où chaque citoyen a son propre lot, et le jardin collectif, où c'est toute la communauté qui gère disons, le même espace ensemble et qui se partagent les différentes récoltes. Donc, la gestion est davantage collectivisée. Et là, on pourrait avoir un vrai commun qu'on peut trouver en ville ou bien ailleurs. Les communs présentent trois grandes dimensions. Il y a davantage... Ah, super, quelqu'un a déjà répondu comme moi dans le chat. Parfait. Donc, il y a une conversation parallèle et peut-être que je pourrais revenir sur ça par la suite. Les dimensions des communs, il y a toujours un bien, ressource ou un espace qui est partagé. On ne gère pas en commun rien du tout. Il y a toujours, ça peut être un logiciel numérique, une zone de pêche, ça peut être un bassin versant, un bâtiment industriel abandonné. Donc, il y a différents types de choses qui doivent être partagées. Ensuite, le commun, il y a toujours une communauté ou un groupe qui gère ce commun. Il n'y a pas de commun sans processus de commoning, en anglais, c'est un terme un peu complexe, ou de mise en commun par un groupe qui gère cette ressource. Et il y a également des règles de gouvernance, des règles d'usage qui permettent d'assurer la préservation du bien à travers le temps. Et ça, c'est extrêmement important parce que, disons, l'eau, la terre, on dit des fois l'éducation, c'est un bien commun. En fait, si l'éducation est gérée par des entreprises privées ou est gérée uniquement par le gouvernement, l'État, il n'est pas géré comme un commun. Pour que ce soit un commun, il faut que ce soit des règles de gouvernance collectives et que ce soit les gens directement impliqués dans la gestion de la ressource, qui soient ceux et celles qui établissent les règles d'usage. Donc, le commun, ce n'est pas une chose qui existe en soi. Ce n'est pas une chose qui est naturelle, c'est une institution que des gens mettent ensemble pour gérer ensemble des ressources qui leur servent directement pour leurs différents besoins, aspirations culturelles et autres. Donc, les communs ici, il y a plusieurs exemples, je vais en donner ici en termes de communs urbains. C'est une forme de propriété, de mode institutionnel qui permet de gérer ensemble des ressources partagées et ça ressemble un peu à l'économie sociale, quoique l'économie sociale est légèrement différente, puis je vais montrer les nuances entre les deux concepts. D'un côté, l'économie sociale, les choses qui sont gérées en économie sociale, c'est les entreprises, essentiellement. Ça peut être au niveau juridique, il y a des OBNL, des coopératives, des mutuelles également, quoiqu'il y en a moins au Québec. Les origines de l'économie sociale, la plupart du temps, on les fait remonter au 19e siècle à travers la tradition associationniste, des formes de socialisme ouvrier horizontaux qui se sont mis en place en France, en Angleterre, en Espagne. Même au Québec, on a eu ces différents mouvements de coopératives à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, se sont mis en place. Et je dirais que dans sa relation au système économique dominant, qu'on appelle le capitalisme, la plupart du temps, l'économie sociale se positionne comme étant une forme de champ de l'économie qui est distinct de l'économie privée et de l'économie publique et revendique une forme d'économie plurielle où l'économie sociale aurait un rôle à jouer à côté de l'économie privée classique et l'économie qui est dirigée par les pouvoirs du gouvernement public et des sociétés d'État. Par contraste, les communs, c'est pas nécessairement des entreprises. Ça peut être des entreprises gérées en commun, mais ça peut être des biens matériels, des biens immatériels aussi, la culture, des savoirs très traditionnels autochtones, par exemple, et ça peut être différentes formes d'organisation. Au niveau des statuts juridiques, les communs peuvent prendre la forme d'OBNL, de coopérative, mais ça peut être aussi des fiducies d'utilité sociale, qui est une nouvelle forme juridique qui apparaît au Québec et qui se multiplie depuis environ 20-30 ans. Il y a aussi différentes formes de droits coutumiers. Donc, ils sont un peu dans les normes, dans les mœurs, les us et coutumes qui remontent à l'époque médiévale, entre autres. Il y avait plein de communs que c'était dans des droits d'usage qui n'étaient pas codifiés
par la loi, par celle du gouvernement ou par autre chose. Et il y a différents réseaux qui sont organisés de façon informelle, qui fonctionnent sous forme de commun, mais qui n'ont pas de structure juridique ou de personnalité morale officielle aussi. Donc, les communs, disons, ils ont une diversité de formes juridiques et ce n'est pas la forme juridique qui va définir si c'est un commun ou pas. C'est plutôt disons, la façon dont la ressource, le bien, est gérée par le groupe. Et au niveau des différentes origines historiques des biens communs, il y a des pratiques ancestrales autochtones. En fait, les communautés autochtones gèrent le territoire sous forme de commun. Ce n'est pas une propriété privée, ce n'est pas une propriété gouvernementale non plus, c'est des communs, en fait. Il y a eu, à l'époque médiévale, avant le mouvement des enclosures, donc le mouvement d'appropriation privée de certaines terres communes agricoles qui ont été mis avec des clôtures. Il y avait des communs qui étaient des espaces où la communauté pouvait aller assurer, dans le fond, l'agriculture, l'élevage et qui permettaient d'assurer les biens de subsistance de la communauté. Et il y a tout disons, un nouvel essor des biens communs, de ce discours, de ce concept critique par le mouvement altermondialiste qui a pris forme au début des années 2000 et qui dit en fait c'est peut-être un des points d'ancrage de grandes revendications pour se battre contre le néolibéralisme, donc les nouveaux mouvements d'enclosures du vivant sous forme de propriété intellectuelle, des semences, des enclosures de services publics à travers le monde. Et là, les gens qui disent, on doit réclamer les communs. Donc, c'est un peu la nouvelle proposition, suite peut-être à l'effondrement du bloc soviétique et de l'idéologie de Marx et Engels. On va prendre le pouvoir par le haut, par la conquête du gouvernement, on va tout nationaliser. Il y a de plus en plus de courants inspirés du municipalisme, des mouvements écologistes, des mouvements anarchistes, féministes, libertaires, autochtones, qui disent en fait il faut protéger les communs. Au niveau, par exemple, du mouvement des paysans sans terre au Brésil, c'est vraiment l'idée de coopérative, de commun, qui a vraiment une extrême puissance. Et peut-être pour conclure un peu la distinction entre les deux, l'idée des communs, c'est à la fois une façon de gérer différentes ressources, mais c'est une vision du monde, c'est un projet de société aussi, un projet de démocratisation de l'économie. Et cette approche-là, disons, est un peu plus radicale que l'approche de l'économie sociale, quoique l'économie sociale peut être aussi sous forme radicale qui en prend la forme de commun, mais les communs aspirent à une transformation de la société en profondeur, aller au-delà du système économique capitaliste et souvent compatible avec les idées de décroissance aussi, de revenir à d'autres formes d'usage. Et je dirais qu'il y a une forme de continuité qu'on peut voir entre les deux courants, mais l'approche des communs est un peu plus critique du système économique établi et aspire à aller au-delà de ce qui existe. Et là, je mets ici les deux grands cercles parce que les communs et l'économie sociale peuvent prendre la forme. Il peut y avoir des entreprises d'économie sociale qui fonctionnent comme des communs et des gens qui lancent, comme par exemple, on peut prendre le cas à Montréal du bâtiment 7, qui est mené par des groupes d'associations sociales, communautaires, activistes, militantes, anarchistes. Dans leur tête, ils se disent, on ne va pas faire l'économie sociale, on va faire un bâtiment autogéré, on va créer un commun, on va faire ça, mais ils prennent la forme d'entreprises d'économie sociale aussi. Donc, il y a vraiment la compatibilité entre les deux qui est forte, mais ce n'est pas toutes les entreprises d'économie sociale qui sont des communs. Disons, des grandes corporations coopératives agricoles, parfois, sont gérées un peu comme des entreprises privées. Desjardins, est-ce que c'est un commun? D'après moi, dans mon critère, dans ma typologie, ça ne serait pas un commun. Mais si on voudrait transformer Desjardins sous forme de commun, là, ça serait intéressant. On pourrait voir à partir de cette coopérative comment on peut amener des processus de démocratisation interne. Et les communs ne sont pas toutes des entreprises d'économie sociale parce que ce n'est pas toutes des entreprises non plus. Donc, c'est pour dire qu'il y a parfois des liens entre les deux qu'on peut faire, mais les communs, c'est quelque chose qui englobe beaucoup plus large que l'économie sociale. Puis l'économie sociale peut s'inspirer des communs et l'économie peut s'inspirer de ce qui se passe dans l'économie sociale aussi. Donc, c'est pour dire que les deux concepts, d'après moi, sont compatibles, mais on ne doit pas les confondre entièrement parce que ce n'est pas toute l'économie sociale qui est d'emblée dans l'imaginaire des communs et inversement non plus. Donc, c'est un peu ici, je fais un peu de conceptualisation, mais je vais aller après ça un peu plus loin pour montrer qu'est-ce qu'on entend par la suite par l'émission de Barcelone et comment ça s'est concrétisé. Donc, je vais aller vite un peu sur ça. J'ai pris du temps pour essayer d'établir clairement ces concepts parce que c'est un peu le cœur de la présentation. Les objectifs de la mission, c'était de comprendre les nouveaux modèles de gouvernance des communs urbains dans différents domaines du côté de Barcelone et un peu à Montréal par la suite, dans les champs de l'alimentation, patrimoine bâti, mobilité, d'analyser comment se construisent aussi ces projets-là qui sont souvent vus qu'en ville, c'est des espaces très, très compacts, il y a beaucoup de gens, et que les pouvoirs publics municipaux sont là avec les règlements de zonage, avec l'espace urbain, les communs urbains, souvent, ont presque pas le choix d'entrer en collaboration, confrontation, synergie avec les pouvoirs publics municipaux. Donc, c'est cette raison pour laquelle on doit voir comment les pouvoirs publics se placent par rapport aux communs urbains. Parfois, les communs urbains naissent sans qu'il y ait trop de liens avec la ville,
Mais du côté de Barcelone, ils ont adopté une vision explicite en disant il faut que les communs existent, on va les identifier, on va leur donner des formes de soutien, puis on va voir comment ça peut être articulé à ce qu'on fait au niveau administratif. Et le but de ça, c'est d'un peu de voir ce qui se fait là-bas, pour voir quels sont les liens de similarité, de convergence, transfert qu'on peut faire entre la ville de Montréal et Barcelone, pour voir comment on pourrait stimuler l'approche des communs urbains à Montréal, entre autres, puis voir comment est-ce que le secteur public, au niveau de la recherche, au niveau de l'économie sociale, on peut opérer différents transferts, en fait, puis voir comment est-ce que l'économie sociale à Montréal et dans la ville de Montréal, on peut s'inspirer de l'approche des communs pour voir comment est-ce qu'on peut développer des partenariats ensemble. Donc, c'est des choses qu'on essaie de voir, de faire. Et pour revenir à la mise en contexte, ce qui est intéressant du côté de Barcelone, ce qu'on a observé dans la recherche, je vous remets les grandes lignes de ce rapport-là que je vais vous partager par la suite, c'est qu'il y avait beaucoup d'ingrédients qui permettaient à Barcelone d'avoir quand même une forme d'approche centrée sur le commun urbain très, très forte, avec une forte mobilisation des mouvements citoyens sociaux, suite à la crise financière de 2008, comme je l'ai dit, des luttes des mouvements citoyens qui est très, très dynamique. Il y a l'opportunité au niveau politique et institutionnelle avec l'arrivée au pouvoir de Ada Colau, Barcelona en Comú, qui est le groupe citoyen qui a pris le pouvoir dans la ville, avec une approche, ils disent, nous, on veut démocratiser l'économie, on veut amener de la démocratie participative et directe, on veut favoriser les communs urbains. Donc, quand un gouvernement qui est aussi, on pourrait dire, à gauche progressiste, ça aide à ce qu'ils se mettent en place des lois, des changements, des réformes pour amener de l'espace pour les communs urbains. Donc, il y a vraiment cet élément-là qui a été en place à Barcelone à partir de 2015. Il y a différents leviers au niveau législatif, au niveau réglementaire qui ont été mis en place, entre autres avec la charte de Barcelone. Dans leur charte de la ville, nous, on a par exemple la charte de la ville de Montréal, chaque grande ville à Québec a sa propre de la charte de la ville, sa constitution. Et du côté de Barcelone, il y a la possibilité de gérer certaines ressources sans passer par des mécanismes d'appel d'offres. Si c'est des biens d'utilité sociale, publique, on peut les confier à des groupes citoyens. Donc, il y a comme un genre d'élément qui était présent dans la vieille charte de la ville de Barcelone qui permettait d'amener les communs urbains. Donc, ça, c'est très intéressant quand la ville, par exemple, il y a des prises au niveau du droit pour aller chercher des formes de partenariats publics communs. C'est le genre de choses qui peuvent avoir lieu. Et ce qui est intéressant par la suite, il y a aussi des groupes, on pourrait dire, d'influenceurs au niveau des idées, des think tanks progressistes comme la Hydra, qui est une coopérative de chercheurs, militants, géographes, urbanistes, sociologues critiques, qui travaillaient sur les communs urbains, qui se sont beaucoup rapprochés de la ville de Barcelone parce qu'il y avait des liens de synergie et qui ont dit, en fait, on pourrait faire des propositions concrètes, pratiques pour implémenter des communs urbains dans la ville. Voici différentes recherches. Donc, pour donner un point de comparaison, c'est comme si au Québec, disons, dans la ville de Québec ou la ville de Montréal, des groupes comme IRIS, par exemple, l'Institut de recherche socio-économique, comme vous connaissez peut-être en termes d'économie, ou l'IREC, l'Institut de recherche un peu IREC, je ne sais plus de la dénomination, mais au niveau de l'économie, au niveau du Québec, était très proche des pouvoirs publics municipaux et les nourrissait d'idées pour amener vraiment, c'est comme si le TIES aussi ou le chantier de l'économie sociale était très près des pouvoirs municipaux pour leur dire voici comment développer des politiques d'économie sociale pour propulser cette économie-là à une autre échelle. Et c'est ce qui a été mis en place du côté de Barcelone, ce qui les a aidés à les nourrir pour amener des nouvelles réglementations pour favoriser l'essor des communs urbains. Comme je l'ai dit dans la charte de la ville de Barcelone, la charte municipale, je fais une petite faute ici, charte municipale, la charte municipale de Barcelone, il y a une clause qui permet de contourner des contraintes réglementaires de l'Union européenne, qui est quand même une institution très grande. On peut aimer l'Union européenne, mais c'est une institution qui est très néolibérale, qui a tendance à amener une forme de privatisation des pouvoirs publics. Et là, de ce côté-là, ils se sont servis de ça, puis d'un outil qui s'appelle la gestion civique, qui permet d'assurer des formes de partenariat, souvent au niveau coopératif, communautaire, pour que la ville, des propriétés qui sont à la ville, des bâtiments, des espaces, soient gérés par des OBNL, des groupes citoyens et autres. Et là, ce qui est intéressant du côté de Barcelone, il y a 180 lieux, espaces, bâtiments qui appartenaient à la ville, dont plusieurs espaces dans le champ de l'alimentation, culture, des anciens bâtiments de la ville qui n'étaient pas utilisés, qui ont été transférés par la gestion civique à des OBNL, des coopératives. Et là, ça fait en sorte que la ville, en quelque sorte, se dépossède ou plutôt va confier la gestion de certains biens et actifs à des entreprises d'économie sociale, des groupes citoyens et autres. Et ils ont mis en place une table des communs urbains
avec des tables, en fait, de concertation, avec des pouvoirs de l'administration municipale en champ de la culture, de l'économie sociale, transition écologique. Donc, c'est tous des départements, souvent au niveau de l'administration de la ville municipale, c'est par silo. C'est la gestion des infrastructures des routes, la gestion de la culture, la gestion de l'économie. Mais là-bas, ils ont essayé de mettre plusieurs acteurs de l'administration municipale pour gérer des communs urbains là-bas aussi. Et là, je vais peut-être aller vite sur ça. Il y a plusieurs choses, mais ils se sont dit, on va mettre en place, au niveau de la culture, entre autres, des programmes qui permettent un ancrage local de la culture dans différents quartiers, dans les espaces publics, par la gestion démocratique. Donc, on ne veut pas que ce soit juste les fonctionnaires qui gèrent les maisons de la culture, on veut que ce soit les citoyens et citoyennes en partenariat avec les pouvoirs publics. Et là, ils ont mis en place, en fait, des idées pour dire qu'il faut démocratiser les services publics. Il faut donner, par les principes de démocratie, d'égalité, d'engagement environnemental, qualité des conditions de travail, différents systèmes pour mettre ça en place. Et au niveau de l'évaluation d'impact aussi, donc ce qu'on trouve beaucoup dans le champ de l'économie sociale, l'innovation sociale, on parle souvent d'évaluation d'impact. Là-bas, ils ont mis en place un processus de bilan communautaire pour dire, pour faire l'évaluation des projets, on ne va pas leur imposer des grilles d'indicateurs de performance très lourds, souvent inspirés du nouveau management public ou l'entreprise privée. On va avoir une approche quand même pour évaluer le projet, mais pour voir vraiment quel est l'impact social au niveau démocratique, environnemental de ces différents projets, processus qui ont été mis en place. Donc, ils ont mis en place quand même un cadre pour évaluer ces projets-là, pour expérimenter, pour voir qu'est-ce qui fonctionne ou non, pour voir comment ça se met en place. Et là, c'est là j'arrive ici dans le cœur de mon sujet, puis là, ça fait longtemps que je parle, je vais vraiment finir dans les temps. Partenariat public commun. Qu'est-ce qu'on entend par là, en fait? C'est un processus institutionnel qui permet de réorienter le rôle du gouvernement, de l'État, à différents échelons, en déplaçant son soutien des entreprises privées vers un soutien actif à la protection et la création de communs ou d'entreprises d'économie sociale et autres. En fond, le PPC, le partenariat public commun, ou on pourrait l'appeler au Québec le partenariat public collectif, partenariat public citoyen, on pourrait dire partenariat public économie sociale, ou je ne sais pas comment le nommer, c'est un peu la contrepartie des PPP qui ont été très populaires au début des années 2000, les partenariats publics-privés, qui étaient plutôt, le gouvernement, on pourrait confier à l'entreprise privée différentes infrastructures, gestion de services, de projets, d'entreprises, de services publics, parce que ça va être plus efficace. Mais on a vu, en fait, que souvent, le résultat, ce n'était pas plus d'efficacité, ça coûtait plus cher pour les citoyens. Puis les PPP, en fait, participent d'une privatisation des biens publics. Mais là, l'idée, c'est au lieu de privatiser des biens publics, on peut dire quand même, on pourrait peut-être confier la gestion de certains biens publics, au lieu que ce soit des entreprises privées, à des groupes citoyens, à des communautés, des entreprises d'économie sociale qui ont une mission sociale et environnementale claire et que leur but, ce n'est pas de maximiser les profits, c'est d'avoir la satisfaction des besoins des membres de la communauté. Et puis, ces différents acteurs dans un PPC, c'est complexe, il y a plusieurs formes qui existent. Il y a l'acteur politique, souvent le gouvernement, les différents élus qui jouent un rôle, souvent pour initier, pour adopter des lois, des budgets. L'administration publique, les fonctionnaires ont un rôle à jouer aussi. Puis souvent, on voit la ville comme un tout monolithique, mais souvent, il y a le pouvoir politique, les élus d'un côté, les fonctionnaires qui ont une autre logique de fonctionnement. Parfois, les deux, ça va bien ensemble. Parfois, il y a différentes tensions. Donc, c'est un autre acteur qui joue un rôle. Et le groupe, l'acteur le plus important, c'est les groupes citoyens, la communauté, les commoners, les gens du commun, les gens qui créent le commun, qui le gèrent, qui le mettent en route. Et c'est vraiment une articulation souvent à trois. Les élus ont un rôle de leadership à jouer, mais ce n'est pas eux qui gèrent les communs. Ensuite, l'administration publique a un autre rôle à jouer, qui est la mise en place, facilitation, et c'est là plus souvent qu'il y a des blocages au niveau bureaucratique aussi. Mais si les gens dans la fonction publique sont très ouverts à ces idées, à expérimenter, à faire autrement, au lieu de suivre la règle de la routine de l'administration publique, c'est là qu'on peut expérimenter des nouvelles interfaces pour gérer les communs. Évidemment, c'est les groupes citoyens qui gèrent le commun qui ont le rôle le plus important à jouer. Il y a deux grandes formes de partenariat public commun qu'on peut envisager. D'une part, celle que je mets en haut, c'est la mise en commun des biens et des services publics où la propriété des biens, des infrastructures, des services reste encore de propriété publique, mais la gouvernance, la façon dont est gérée la chose, c'est en forme de co-gestion, de gestion par la communauté. Donc, c'est possible pour la ville, puis à Barcelone, on a vu des cas que la propriété publique de la chose, c'est encore la ville qui possède officiellement les droits, mais qui va confier, par exemple, avec un contrat sur 30 ans, la gestion d'un bien par un groupe citoyen ou par plusieurs groupes citoyens, par plusieurs coopératives et OBNL entre elles. Donc, ça, c'est une des formes qui existent de partenariat public commun.
soit que la propriété reste publique, que c'est géré par les groupes, ou sinon, peut-être, dans un autre cas, c'est que la ville se dépossède entièrement d'un bien et s'est confiée entièrement à une nouvelle entité, un OBNL, des coopératives, une fiducie d'utilité sociale pour gérer un lieu terrain municipal qui passe, dans le fond, de propriété publique municipale à propriété commune ici. L'autre approche qu'on a dans les communs, en fait, dans les partenariats publics communs, c'est les différentes formes de soutien public qu'on peut faire pour appuyer les communs. Que ce soit, par exemple, des fonds dédiés, des ressources financières. Au lieu de donner des subventions pour les entreprises privées, on donne des subs pour des projets d'économie sociale, des communs et autres. En créant une charte de commun, en créant des clauses d'approvisionnement pour s'assurer, par exemple, que la ville, mettons, au niveau de son offre, au niveau alimentaire, au niveau de différents contrats, qu'il y ait des clauses qui sont mises en place pour favoriser systématiquement soit les entreprises d'économie sociale, les communs ou autre chose. Ça peut être différentes réformes au niveau réglementaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de règles qui bloquent l'émergence de communs urbains, parce que c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas vraiment. Donc, il y a différents soutiens qui peuvent être mis en place aussi par la ville pour appuyer ce genre de choses-là. L'autre manque qui existe, puis là, je vais conclure bientôt avec les défis. Je vais avoir sauté des diapositives parce que je prends trop de temps. Il y a les remunicipalisations. Donc, ça, c'est un large mouvement qui se met en place dans différentes villes à travers le monde. Je vais vous donner aussi le lien vers ce rapport qui est extrêmement intéressant. L'avenir est public, vers la propriété démocratique des services publics. Et là, on voit à travers l'Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en fait, des biens publics municipaux qui ont été privatisés suite à la vague néolibérale depuis les années 1980-90 et que depuis environ 20 ans, il y a une reprise en main du pouvoir municipal sur plein de gestion d'infrastructures, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'énergie, des transports, de l'Internet, des systèmes de transport, de l'eau, qui ont été privatisés, qui redeviennent de la propriété publique municipale. Et ça se fait souvent en partenariat avec des coopératives, des communs, des différents OBNL. Donc, c'est quelque chose qu'on peut envisager, ce qu'on appelle les PPC dans l'approche de la remunicipalisation, c'est de redonner différents biens à la municipalité, mais de façon démocratique. Parce que si c'est juste la ville qui gère à nouveau les biens de façon verticale et administrative, on n'est pas dans l'esprit des communs urbains. Et un autre exemple qu'on peut voir, c'est la ville de Cleveland aux États-Unis, où ils ont mis en place un mécanisme qui appelle la création de richesses collectives par des synergies entre les pouvoirs publics municipaux, les caisses d'économie sociale solidaires là-bas. Ils initient des projets entrepreneuriaux avec des coopératives de travailleurs et avec différents, ce qu'ils appellent des anchor institutions, différentes institutions ancrées dans le territoire, comme différents hôpitaux, écoles, qui vont systématiquement appuyer, favoriser, s'approvisionner auprès de coopératives. Et là, il essaie vraiment de créer des synergies. Le pouvoir municipal a un rôle à jouer, mais ce n'est pas juste le pouvoir municipal et les communs urbains. Il y a vraiment toute une forme d'écosystème qui se met en place entre différentes institutions publiques, des écoles, des universités, des hôpitaux, avec les pouvoirs publics municipaux, avec des coops, pour vraiment essayer de créer des liens de synergie entre ces différentes organisations. Je vais aller vite sur ça. L'autre truc qu'on a vu du côté de Barcelone, c'est la Comunificadora, qui est une forme d'incubateur d'entreprises d'économie collaborative. Dans le monde numérique, par exemple, on connaît Uber, Airbnb, différentes entreprises, plateformes numériques qui mettent en contact des usagers avec des gens qui vendent des choses, qui livrent différents repas, par exemple. Mais c'est souvent l'entreprise privée capitaliste qui a le gros rôle à jouer dans ça. Et là, la ville de Barcelone se sont dit, on va mettre en place un incubateur d'entreprises d'économie collaborative sous le modèle des communs urbains et d'économie sociale et solidaire. Donc, la ville joue le rôle d'incubateur pour des entrepreneurs, mais en orientant directement vers l'économie sociale. Donc, ça, c'est intéressant. Puis, on pourrait envisager au Québec, il y a déjà des pôles d'économie sociale, ou ainsi de suite. Mais si la ville de Québec, par exemple, décidait de systématiquement diriger ses entrepreneurs vers ce modèle-là, plutôt que de dire aller voir la Chambre des commerces, puis peut-être si ça vous tente de faire de quoi, aller voir l'économie sociale après coup, on pourrait peut-être inverser la tendance. Donc, je vais aller vite sur ça. Je vais dire peut-être ici sur les facteurs de succès. La diversité des approches des formes juridiques, ça aide à faire émerger des communs sous différentes formes. Le fait que ça soit ancré localement, ça permet d'avoir de la participation citoyenne, la mobilisation, de la légitimité des projets, la gestion horizontale. C'est ce qui aide à les entreprises d'économie sociale à naître. L'autre élément qui aide beaucoup à faire émerger les communs urbains, puis ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, c'est la volonté politique. Lorsque l'administration municipale est convaincue que l'économie sociale ou les communs ont un rôle à jouer, ça va permettre de donner beaucoup plus de souffle
au lieu de devoir convaincre des pouvoirs publics qui ne connaissent pas cette approche-là, qui sont un peu dans une orthodoxie au niveau de la vision du développement économique, ça va permettre de changer d'échelle pour amener les communs urbains, les entreprises d'économie sociale à un autre niveau. Et l'autre chose qui est importante, au-delà des différents élus, l'ouverture de l'administration publique. Donc, il y a beaucoup d'éducation à faire, mais déjà, moi, à travers différentes rencontres que j'ai faites à travers le Québec, j'ai souvent rencontré des fonctionnaires dans plein de départements, de plein de municipalités de différentes tailles, qui étaient souvent beaucoup plus ouverts d'esprit, beaucoup plus en avance et avant-garde sur les enjeux de transition écologique, de participation, tout ça, que les gens au pouvoir. Donc, parfois, c'est plus dans la fonction publique qu'on trouve des jeunes, des gens qui arrivent, qui débarquent des nouvelles écoles avec des idées. Puis les élus, c'est souvent, en fait, ça dépend, là, ça change de plus en plus, des personnes qui sont là au pouvoir depuis très, très longtemps, qui sont non plus dans la routine. Donc, c'est important d'aller convaincre, en fait, à la fois des gens dans la fonction publique puis des gens qui sont élus au niveau municipal pour essayer de changer les choses. Puis, je vais conclure avec vraiment la dernière présentation, je déborde à peine, avec les problèmes et les différents défis. C'est pas facile d'implémenter des communs urbains, même du côté de Barcelone, où ils ont tous les facteurs de succès, les circonstances sont là, les astres sont bien alignés, mais il y a encore plusieurs problèmes. Au niveau de la complexité de l'approche, vu qu'il manque de cadre juridique qui est adapté pour les communs urbains, ça fait que c'est compliqué. Il faut tout le temps essayer de bricoler, d'improviser, et le cadre du droit favorise systématiquement la propriété privée. Donc, ça implique qu'on va devoir amener des changements de règlement parce que les règlements actuels sont souvent contre les communs où c'est extrêmement difficile de les mettre en place. Il y a une lourdeur administrative, en fait, qui est propre à ça. Au niveau économique, même si on dégage différentes ressources, ainsi de suite, il y a différents défis parce qu'on manque souvent de soutien financier, des subventions pour ce genre de projet. Les modèles d'affaires des entreprises, on est beaucoup basé sur le modèle privé. L'économie sociale développe ses propres cadres, mais même le modèle de l'économie sociale n'est pas toujours adapté à ceux des communs urbains qui ne sont pas dans la forme entrepreneuriale non plus. Puis, on est toujours en concurrence avec des entreprises privées capitalistes, qui fait que même quand on développe une coop ou un OBNL ou un commun urbain qui doit vendre des choses parfois ou tout ça, on peut être en concurrence avec des entreprises privées qui ont beaucoup plus de ressources, de moyens, et ainsi de suite. Au niveau de l'engagement, il y a besoin d'une forte participation de la communauté. Et c'est souvent des groupes citoyens, des fois bénévoles, qui portent des projets à bout de bras. Et il y a les enjeux d'épuisement professionnel, de burn-out, et ça implique du temps, de l'énergie. Donc ça, c'est tous les problèmes de tous les projets citoyens en général, les entreprises d'économie sociale et autres. L'enjeu de la mobilisation, les communs urbains ont ce défi-là. Puis en conclusion, il y a des défis d'inclusion qui sont importants. Donc souvent, les gens qui sont dans les communs urbains, l'économie sociale, puis c'est le cas au Québec, souvent des personnes éduquées, blanches, de certains niveaux d'éducation, justement, de revenus, classe moyenne et autres. Et ça fait en sorte que pour aller chercher les groupes directement concernés, les groupes populaires, marginalisés, avoir plus de diversité ethno-culturelle dans ces groupes-là, il y a des défis. Ce qu'il faut avoir une approche d'inclusion en amont des projets aussi. Donc, c'est un autre défi, même du côté de Barcelone. Ils sont très critiques, ils sont très dans l'intersectionnalité, donc inclure des groupes, mais ils ont des défis. On est encore très, très homogène et on voit comment est-ce qu'on peut essayer de surmonter ces différents obstacles de ce côté-là. Donc, je finis la présentation ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai dépassé mon temps moins de 5 minutes, mais on va avoir du temps pour les questions pour la suite. Donc, Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup pour ta présentation où tu as commencé par parler des communs pour ensuite aborder les liens avec l'économie sociale pour nous amener vers le municipalisme. Et je pense que tu as vraiment fait, c'est vraiment la bonne façon pour en très peu de temps nous faire un résumé. Malheureusement, j'ai l'impression qu'en écoutant là, mon Dunning-Kruger, j'ai l'impression de tout connaître, mais dans le fond, en même temps, je me rends compte que je ne connais rien encore, donc ça va me permettre de... ce n'est qu'un début. Tu as dit quelque chose de vraiment intéressant. Tu as commencé en disant les communs, ce n'est pas naturel, c'est une institution, c'est une construction. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose un des éléments clés. Tu as aussi mentionné le fait qu'il y avait des liens entre l'économie sociale et les communs, mais que ce n'est pas toute l'économie sociale qui est dans l'univers des communs. Et donc, il faut quand même montrer qu'il y a un écart. Donc, il y a quand même plein de questions. J'aimerais tout de suite, avant peut-être de lancer la parole à la foule, juste poser une question qui se retrouve dans le chat qui m'a interpellé. C'est une question de Nicolas qui dit comment faire en sorte que cette stratégie des PPC ne fasse pas le jeu de l'instrumentalisation des groupes communautaires tout en évitant la privatisation des services publics? Bon, tu as donné une partie de la réponse, évidemment, dans ta diapo sur les facteurs de succès et les principaux défis, mais peux-tu quand même revenir un peu là-dessus, s'il te plaît?
Oui, en fait, c'est un enjeu que j'ai été vite vers la fin avec les différents défis, problèmes. Puis, j'ai pas abordé dans cette présentation-là l'enjeu de l'instrumentalisation de la sous-traitance dans le monde municipal, qui est un autre enjeu en cours. Puis, je vais vous partager un lien dans le chat. Il y a une publication que j'ai faite avec d'autres gens à travers un autre groupe qui s'appelle ID, l'Institut pour la démocratie économique. Dans ce groupe-là, on a fait une étude sur tout l'enjeu au Québec de la sous-traitance du monde municipal vers des OBNL dans plein de secteurs différents pour gérer les infrastructures de sport, gérer les infrastructures culturelles, les centres de loisirs communautaires. Dans beaucoup de cas, ça se fait bien, ça ne soulève pas de problème, mais il y a des enjeux parfois que la ville va se dédouaner, va se déresponsabiliser en disant « Ah, vous, occupez-vous de ça en économie sociale ou dans les groupes communautaires. » Ça permet de faire des économies de coûts parce que des fois, ça coûte moins cher que des revenus, c'est des emplois syndiqués dans la fonction publique. Puis parfois, on va dire aux gens de faire du travail bénévole, gratuit, au lieu de payer des gens pour le faire. Donc, il y a tous des enjeux. Puis je pense qu'il y a différents critères, conditions qu'on doit mettre en place pour éviter que quand on met en place un partenariat public commun aux citoyens, ça ne soit pas au détriment de l'utilité publique, des conditions de travail, de la démocratie, parce que des fois, même, on peut confier la gestion de certains biens à des OBNL, mais les OBNL sont très, très opaques au niveau de leur gouvernance. Puis c'est géré un peu comme une entreprise privée. Puis il y a des cas de corruption, collusion. Des fois, les OBNL sont créés comme des coquilles vides. Puis là, la ville se dédouane. Fait que là, je pense qu'il y a plein de risques. La porte est ouverte pour plein de dérives possibles. Puis c'est pour ça, je pense, puis la question est très, très bonne. Quelles sont les conditions pour avoir des bons partenariats publics communs, citoyens, communautaires, qui ne fassent pas le jeu de la déresponsabilisation des services publics, que ce soit une forme de privatisation sous le couvercle de l'économie sociale ou des OBNL. Fait que ça, c'est une très bonne question. Puis, je vais vous partager dans le chat une publication de l'idée où là, on s'est concentré vraiment sur le cas de la sous-traitance des OBNL dans le monde municipal, où on fait 3 distinctions. Le modèle de coquille vide, où là, c'est vraiment très problématique. Il y a plein de problèmes, corruption et tout ça. Sous-traitance classique, où là, ça se passe bien, c'est fonctionnel et tout ça, c'est pas extrêmement démocratique. Puis la sous-traitance citoyenne, où là, il y a vraiment la volonté de créer un partenariat pour favoriser la participation citoyenne. Mais même les risques avec cette approche-là, c'est qu'on fasse faire du travail gratuit à des gens, des citoyens, au lieu que ce soit la ville ou les OBNL qui s'en occupent. Donc, c'est ça. Donc, c'est une très bonne question, puis je ne pourrais pas développer davantage ici. Merci. Je laisserai peut-être la place à une personne qui a envie de lever la main ou d'ouvrir son micro et de lever la main pour poser ses questions. Je ne vais pas prendre tout l'espace. Il y a quelqu'un? Ah, je vois Jennifer Lynn. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Vraiment, je suis en train de t'écrire un message. Je suis en train d'écrire un gros message en remerciant. C'était exactement, moi, l'information que j'avais besoin parce que je suis en train de monter un projet, justement, puis c'est les mots, exactement ce qui me manquait. Fait que merci. Mais là, ma question, c'est au Québec, est-ce qu'on a justement des exemples? Parce que, tu sais, on a parlé qu'à Barcelone, ils dirigent les entrepreneurs. Puis habituellement, si on a un exemple concret dans notre monde, c'est plus facile. Fait que moi, justement, là, c'est un bâtiment de la ville avec les partenaires communautaires et autres, et les citoyens en démocratie participative qui vont faire la gestion, mais c'est quand même un bâtiment de la ville. J'ai l'ouverture politique, j'ai l'ouverture aussi d'administration. Mais ma question, c'est est-ce que j'ai des choses comme ça qui sont faites au Québec? Parce que justement, ça frappe plus à la maison. Sinon, je vais aller chercher à Barcelone pour des exemples. Mais je suis en train de faire justement là, le projet. C'est pour ça que je dis, là, c'est parfait là, comme présentation. Fait que je te laisse répondre. Super. Bien, en fait, je dirais, au Québec, en termes de partenariat public commun avec ces mots-là, ce langage-là, comme ça, il n'y a pas grand-chose qui existe dans cette forme-là à l'heure actuelle. Il y a quelque chose qui ressemble à des partenariats publics citoyens communautaires. Dans la sous-traitance aux OBNL, il y en a plein. Mais je dirais peut-être d'aller voir, parce que Jennifer aussi, on se connaît à l'École d'innovation sociale et tout ça. Du côté de Gatineau, ce qui est intéressant, je ne la connais pas très bien, mais il y a une politique d'économie sociale qui a été mise en place. Et la ville de Gatineau, c'est une des villes, je dirais, les plus avant-garde au Québec, parce que peut-être aussi avec Action Gatineau qui était là, qui était proche de l'économie sociale, ils ont mis en place une politique d'économie sociale assez bien développée, que je ne connais pas extrêmement bien, mais qui mettent en place des soutiens, ils mettent en place des synergies, partenariats pour favoriser ce genre de choses-là.
Donc, j'ai mis le lien dans le chat. Je dirais ce qui ressemble plus à une politique de partenariat public collectif. Il y a des germes de tout ça, je pense à Gatineau, qui a donné des exemples concrets. Donc, je dirais d'aller voir de ce côté-là pour avoir des exemples au Québec puis dans la région. Ouais. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Jennifer et Jonathan. Je vois qu'il y a Mélodie qui a une question. Mélodie, le micro est à vous. Merci. Moi, je suis vraiment super contente aussi de t'entendre, là. Moi, je travaille au pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie depuis moins d'1 an et je suis aussi nouvellement élue municipale. Donc, je suis en train de lire ton livre et je peux te dire à quel point c'est hallucinant comment je fais des liens. C'est juste que dans la réalité municipale, c'est quand même difficile de faire évoluer les mentalités, pas auprès de l'administration. Ce que tu dis, les fonctionnaires, les gens qui travaillent, sont vraiment là pour les... Ils veulent vraiment là, du nouveau puis une nouvelle façon de faire, mais je constate qu'ils sont aussi intoxiqués par les anciennes façons de faire des élus municipaux qui n'ont pas toujours eu des visions. En fait, c'est ce que je constate. Ils sont vraiment intoxiqués, ils ont de la misère, puis les délais, les procédures, je veux dire, il y a tellement d'embûches, chaque décision prend 6 mois, donc ça démobilise notre monde. Donc, tu sais, moi, je vous dis, lâchez pas, puis des messages comme celui que tu passes, là, il faut que les municipalités les entendent, autant les employés que les élus. Fait que c'est possible, là, mais c'est de longue haleine, là, ces projets-là. Super. Merci beaucoup. Mais en fait, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est à la fois dans cet univers-là directement, économie sociale et élu municipal. C'est ça l'enjeu de l'éducation politique, sensibilisation auprès d'élus, d'employés. Puis peut-être, je dirais comme piste d'action, c'est ça, peut-être soit faire des activités comme on fait là un peu, puis là, inviter des élus à venir, créer un genre de groupe de travail en économie sociale officielle qui est comme parrainé par la ville, mais qui invite différents acteurs citoyens, communautaires, puis essayer de trouver ces synergies-là pour que puissent commencer des discussions, justement, puis des groupes de travail qui amènent des propositions au conseil municipal. Puis s'il y a des citoyens qui se mobilisent, qui viennent poser des questions au conseil municipal, puis on prend le chose par différents côtés, un peu du lobbying, un peu aussi. Donc, il y a plein de stratégies pour influencer les élus, pour leur faire changer d'idée tranquillement. Mais il y a des gens qui sont hostiles à ces idées-là aussi parce qu'ils sont dans l'approche orthodoxe traditionnelle du développement privé. Donc, oui, puis je dirais aussi de commencer avec des petits projets. Tu sais, on ne commence pas ces projets-là avec des infrastructures à 25 millions. Là. On commence par un petit projet parce qu'on veut montrer que c'est un succès, c'est une formule gagnante. Puis quand on a un petit succès, on y va vers un moyen puis vers un grand. Moi, je constate que les citoyens sont super mobilisés, mais vraiment en réaction avec, tu parlais des communs, tu parlais des territoires. Là. Nous, il n'y en a plus de terrains qui sont communs, ils sont tous privés et ils se développent. Il y a la pression de la densification. Fait que moi, mes citoyens sont super mobilisés contre la densification. Et là, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Il n'y a plus d'espace commun. Fait que c'est vraiment difficile comme position. Merci, merci Mélodie. Il y a plusieurs personnes qui réagissent aux commentaires de Mélodie et ta réponse. Je pense qu'il y a entre autres Lynn O'Kane qui dit que ça résonne, elle, comme une nouvelle élue municipale. Il y a une question d'Olivier Brière. Est-ce que c'est de Saint-Camille, Olivier? Je vois Saint-Cam, mais je ne vois pas le reste. Saint-Camille. Vas-y, Olivier. Merci. En fait, c'est plus un commentaire qu'une question. En fait, je trouve très intéressant le propos et les dernières interventions là, par rapport au rôle que peut avoir, par exemple, une municipalité pour faciliter l'émergence de ces projets-là. Puis, ce que je trouve intéressant, en fait, souvent, c'est dans la posture aussi que la municipalité peut prendre. Tu sais, chez nous, on a l'habitude de dire qu'on peut mobiliser les gens dans la crise. Là, puis, tu sais, la présentation est beaucoup teintée des luttes, hein, tu sais, revendications, des choses comme ça. Puis, des fois, on est obligé, en tant que citoyen, d'entrer en réaction par rapport à une situation qu'on trouve inacceptable. Et on peut aussi mobiliser les gens dans le plaisir, en identifiant un objectif collectif, commun, souhaitable. Puis la posture chez nous de la municipalité, de l'administration municipale, ça a été de dire, écoutez, on ne peut pas atteindre ces objectifs-là ou répondre à des enjeux comme ceux-là tout seul. On a une petite équipe, impossible d'y arriver. Comment on peut faire? Donc, en ouvrant la discussion, en disant comment on peut faire, bien là, ça permet justement à des groupes de pouvoir tenter des réponses ou des citoyens. Puis ça, c'est mon commentaire. En terminant, ce que je voulais dire aussi, c'est le rôle des citoyens, tu sais, dans les formes les différents statuts juridiques qui peuvent être présents. Chez nous, il y a une organisation qui a été très, très importante qui s'appelle le Groupe du Coin,
qui étaient des citoyens comme vous et moi, qui se sont regroupés comme groupe d'investisseurs privés, comme entreprise privée, mais avec un objectif, en fait, de conserver, de faciliter la prise de possession de bâtiments stratégiques dans le village à des fins collectives. Et donc, souvent, ce qu'on remarque, c'est quand on a des statuts qui sont au BNL, au coop, le financement d'un projet est très, très long. Puis, à l'autre bout du spectre, donc, ils sont mis le marché immobilier est soumis au marché privé. Et ce qui fait qu'entre le moment où le projet est imaginé, puis le bâtiment est mis en disponibilité, puis le moment où le budget de l'OBNL ou de la coop est attaché, il se passe un temps qui ne permet pas justement de garantir l'accès à ce bâtiment-là. Et la municipalité, d'un autre côté, souvent est frileuse à s'investir parce que souvent, ça veut dire un règlement d'emprunt, une contestation potentielle, un référendum, des choses comme ça, puis la municipalité ne veut pas se placer là-dedans. Ce qui fait que le groupe de citoyens qui se regroupent en compagnie privée peut dire, regarde, je l'achète, puis en attendant que le projet collectif se mette en place. Chez nous, le groupe du coin, ça a été le démarrage, ça a permis le démarrage d'un centre culturel et communautaire, d'une coopérative d'habitation pour les aînés, d'un centre de recherche sur les cultures émergentes, d'un garage de création artistique, un ancien garage transformé en lieu de création artistique. Donc, ça a eu un impact important dans les 40 dernières années. Et donc, le rôle du citoyen comme instigateur de mouvement peut aussi se faire dans une forme privée qui peut être intéressante aussi à mettre en valeur. Jonathan, est-ce que tu as une réponse à ça? Oui. Peut-être pour rebondir, mais merci beaucoup pour ces commentaires très riches. Puis je vais laisser le temps pour les autres. Mais je vais dire, c'est bien aussi de dire, bien, souvent les communs se mettent en rupture avec l'approche du secteur privé, de la propriété privée, tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est vrai que vu que les communs, ce n'est pas juste la forme juridique, si la philosophie, l'approche, ça peut être un groupe d'investisseurs privés qui se mettent ensemble, qui utilisent de façon stratégique la forme peut-être de l'entreprise pour faire passer un projet d'utilité publique avec un mode de gouvernance en commun. On voit apparaître même dans le privé des formes de gestion horizontale, des entreprises opales, puis des choses comme ça. Il y a des innovations. Et souvent, dans les commissariats, on est comme « Ah, ce qui est du privé, nous, on n'y touche pas ». Mais il y a des formes hybrides qui peuvent prendre la forme. Puis je pense que ce qui importe dans les communs, et la forme juridique, on va prendre après, mais c'est vraiment la philosophie, les valeurs, les règles de gouvernance qu'on met en place, puis c'est quoi le projet qu'on va mettre en place. Puis si on passe par un véhicule, par un autre, par la ville, par un OBNL, par tout ça, le but, c'est de voir comment le projet, ultimement, va être géré, à quoi il sert, c'est qui les gens qui y participent, pour pas que ça soit approprié par un groupe d'individus qui veulent juste faire des profits par la suite. Donc, c'est un petit peu ça l'idée, puis je trouve ça bien comme voie d'avenue pour créer des communs dans un contexte municipal, rural et autres. Dans le même ordre d'idée, une fédération de coopératives peut aussi jouer ce rôle-là. On prend l'exemple de la Fédération des coopératives funéraires qui a été très agressive pour justement aller acheter des centres funéraires pour ensuite les transformer en coop et prendre le temps de les transformer en coop plutôt que d'attendre que ça émerge de soi. Ça fait en sorte de croître le nombre de coopératives funéraires. Donc, en effet, comme l'a dit Jonathan, comme l'a dit Olivier, il y a plusieurs façons de s'y prendre. J'aimerais ça, si vous voulez, prendre 2 dernières questions, mais pouvez-vous, Guillaume et Yann, peut-être juste dire vos questions rapidement, puis peut-être que Jonathan pourrait être capable de faire un wrap-up de tout ça puis y répondre? Oui, Jonathan, dans le fond, moi, j'arrive du milieu de la coopérative. Là, je travaille chez Réseau Coop en ce moment. Il y a comme une nuance entre économie sociale et commun que je dois t'avouer, j'aime pas. Je veux pas qu'on parte un débat aujourd'hui. Mais moi, je trouve que les exemples qu'on utilise pour dire l'économie sociale, c'est pas tout à fait des communs. C'est les mauvais exemples d'économie sociale. C'est même pas vraiment de l'économie sociale, ces exemples-là. J'aimerais ça des fois qu'on rassemble nos discours au lieu d'essayer de faire des petites cases. Puis je voulais voir avec toi pourquoi c'est pertinent de faire la séparation dans ton cas, parce que moi, je la trouve pas pertinente, je la trouve nuisible. Mais on fera pas de débat, je voulais juste voir toi, ton point de vue, c'était quoi? Merci. Yann, est-ce que tu peux rajouter ta question? Oui, rapidement, moi, merci Jonathan. J'avais une question juste, j'aimerais t'entendre sur le rapport au temps. J'ai l'impression en t'écoutant qu'il y a besoin de changer nos rapports au temps. Et je voulais savoir si tu partageais cette opinion-là. Et puis surtout, si tu avais vu des choses à Barcelone sur le rapport que soit les citoyens ou les institutions avaient par rapport au temps. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bon, Jonathan, tu as 2 questions tout à fait différentes. Tu vas devoir trouver. Je vais essayer de répondre en 2 minutes. Super. Mais merci. C'est 2 grandes questions. On pourrait faire deux
deux séances de discussion juste sur ça. La première, je dirais, puis j'aime bien le commentaire aussi, mon but, c'était de montrer les nuances, les différences, mais mon but, c'est pas de rentrer diverger, choisir un ou l'autre. On choisit les communs, le camp des communs ou le camp des l'économie sociale. Je pense aussi que c'est contre-productif. Il faut plutôt voir les points de convergence. Puis je pense aussi que dans ce qui est le mieux de l'économie sociale, c'est essentiellement des communs. Donc, tu sais, ça va bien ensemble. Puis je pense qu'à l'origine, dans son émergence, l'économie sociale solidaire, il y a eu différents moments de son histoire où elle s'est repolitisée, elle avait une aspiration à transformer la société. Dans d'autres cas, ça s'est dépolitisé tranquillement. Mais il ne faut pas être figé ou essentialiste. Puis je pense que les communs et l'économie sociale, ça converge entièrement. Je dirais peut-être la nuance, c'est que vu que l'économie sociale, c'est nécessairement les entreprises collectives, ce qui est intéressant avec les communs, c'est que les entreprises et l'économie sociale, on pourrait le visualiser comme étant une des dimensions des communs. Parce que les communs, ça peut être beaucoup d'autres choses qui ne passent pas par la forme de l'entreprise, mais qui sont dans la même approche, dans la même philosophie collective, démocratique. Donc, je dirais comme avoir un discours plus rassembleur. Les deux sont compatibles. Dans ce que mieux l'économie sociale, c'est des communs, mais les communs, c'est plus vaste aussi. Donc, peut-être que ça serait un peu mon approche ici, puis peut-être on pourrait poursuivre la discussion. Après ça, pour le temps, bien là, c'est une immense, immense question. Je dirais, ce que j'ai observé du côté de Barcelone, c'est qu'il y avait des enjeux dans les rythmes différents, les temporalités. C'est l'urgence de la crise, le temps que ça prend pour élaborer les projets, pour changer les mentalités. C'est le temps très, très long, le temps très court, les enjeux au niveau des processus administratifs, législatifs. Quand on est dans l'innovation, la mise en place de projets, des fois, ça va extrêmement vite. L'administration municipale a une autre vitesse aussi, puis comme ça a été évoqué dans une autre question, la ville, parfois, ça prend 6 mois, 1 an, 2 ans, puis il y a des processus administratifs. Ça cause des enjeux. Puis le temps que ça prend des gens pour qu'ils puissent faire leur projet par rapport au temps de la vie, s'ils doivent payer les factures, capables de subvenir à leurs différents besoins, c'est un autre enjeu. Puis peut-être pour conclure, l'élément que j'ai trouvé intéressant par rapport au temps dans les projets, c'était pas les communs urbains qu'on étudiait à Barcelone comme tel, mais plutôt en périphérie de la ville, certaines communautés qui font des projets autogérés comme sur les marges de la ville, dans un environnement qui est comme à la fois la frontière de l'urbain et rural, et là, des projets comme plus proches un peu de éco-village, des choses comme ça. Là, il y a un autre rapport au temps qui est complètement différent. On dirait que les gens vivent dans un autre univers avec une autre temporalité. Donc, c'est intéressant de comparer la question du temps quand on passe à comment est-ce qu'on crée des communs, on les fait vivre, puis on peut articuler ça. Donc, ça serait très large. Puis dans le chat, il dit est-ce qu'il y a un temps propre au commun? Mais il dirait que chaque commun est différent aussi. C'est le commun de Wikipédia a une temporalité différente qu'un commun quand on gère une zone de pêche dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a une autre temporalité qui est propre à la chose qu'on gère ensemble. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, mais en fait, c'est des très longues questions. Là. J'improvise un peu, puis c'est ça. Merci d'avoir posé ces différentes interventions, puis je ne pouvais pas répondre à ce qui est présent dans le chat ici aussi. En effet, il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le chat en lien avec, entre autres, le secteur de la santé, le secteur du logement et la place des communs du municipalisme. Donc, écoute, mais il faut conclure. Malheureusement, et les gens en veulent plus. Les gens l'écrivent dans le chat. Donc, merci beaucoup, Jonathan, pour cette présentation et pour ta réponse aux questions. C'était très généreux de ta part. J'aimerais aussi donc remercier une fois de plus la Caisse d'économie solidaire des Jardins et la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social pour leur soutien financier. Et évidemment, Jonathan, te remercier non seulement pour ta présentation, mais aussi pour tes travaux et pour ton leadership dans la promotion de cette façon de concevoir la vie en société et l'économie, et ainsi de suite. Donc, merci beaucoup, Jonathan, pour tout ça. Toutes les personnes qui se sont inscrites vont pouvoir recevoir le lien avec la vidéo, la capsule vidéo. Et je vous invite vraiment à le partager, à partager la capsule vidéo qui va émerger de tout ça parce qu'il y a véritablement de riches idées qui nous donnent espoir en cette période un peu tristounette. Donc, merci tout le monde pour votre participation et au plaisir de vous revoir très rapidement. Merci tout le monde. C'est très chouette. Donc, on se reprend dans d'autres discussions, en vrai ou en Zoom. Au revoir. Au revoir.